Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche, ce soir, le professeur Mahamadou Diarra, agrégé en sciences économiques et conseiller spécial du Premier ministre. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Jean-Emmanuel. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Professeur, vous êtes titulaire d'un baccalauréat série D, obtenu en 1997 au lycée municipal de Banfora. Et vous choisissez l'économie. Voilà pour vos études supérieures. Pourquoi l'économie et pas une autre filière? Merci. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier de m'offrir cette opportunité de parler un peu de ma personne. Et de dire qu'après le baccalauréat série D, il fallait faire une option, 3 options, comme c'est le cas. Et j'avoue que mon premier choix, c'était les sciences exactes, mathématiques, sciences physiques. Et parce qu'au baccalauréat, j'avais eu 16 domaines en sciences physiques. Donc j'estimais que... Vous vouliez aller à MP? Ah oui. Alors que c'était quand même un département qui était redouté. Exactement. Donc quand j'ai envoyé donc, le dossier pour le dépôt, j'ai mon oncle, père son nom, qui a dû modifier le choix. Et puis il a mis sciences économiques. Et quand je suis arrivé dès les premiers cours donc, de sciences économiques, vous avez l'impression que vous faites de la philosophie. Donc j'étais un peu dépassé. J'ai dit moi qui m'attendais dans des formules. Et donc je me suis retrouvé dans ça. Et donc j'ai dû faire la bagarre. J'ai dit mais bon, pourquoi il a dû modifier mon choix? C'est lui seul qui avait la réponse. Et il ne s'est pas trompé apparemment. Il ne s'est pas trompé aujourd'hui, je pense. Mais comment vous êtes adapté? Parce que vous savez, quand on se retrouve dans une filière la plupart du temps, qu'on n'a pas choisi et que l'esprit ni le cœur n'y est pas, ça finit par être difficile. Oui, naturellement, mais comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Donc, comme j'avais les capacités pour pouvoir faire donc, les mathématiques, les sciences dures, quand je me suis retrouvé dans la science économique, c'est vrai que là-bas aussi, il y a des mathématiques, mais ça ne pouvait pas constituer un obstacle majeur. Et avec le temps, au fur et à mesure qu'on avançait dans les cours, je me suis rendu compte que j'ai choisi ma vocation. Ah. Voilà. Vous arrivez dans des conditions particulières, comme je l'ai dit, baccalauréat 97. Donc 97-98, vous êtes en première année. Et décembre 98, assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo. Voilà, crise profonde à l'université, qui était donc l'un des épicentres, disons, des manifestations pour réclamer justice. Naturellement. Voilà, comment vous avez vécu cet épisode-là? Je pense que toute cette génération, j'allais dire, d'étudiants des années 96, parce que les remous sociaux au niveau de campus est autour depuis les années 96. Et donc le couronnement, c'était effectivement avec le drame de Sapuy. Et vous savez, c'est la période aussi où on est passé donc, à cette phase donc, de démocratisation, les libertés. Et donc les manifestations, il faut comprendre, en tant qu'étudiants, nous pensons que nous avons tous les droits. Et nous devrons donner donc cet exemple-là aux autres pour qu'on puisse conquérir donc, ces droits-là. Et vous comprenez, la période, c'était vraiment... Les cours étaient fortement perturbés. Naturellement. Donc, on est arrivé à l'année invalidée. 99-2000. Voilà. C'est cette année, cette journée, cette nuit où Clémenté Théodore a fait son communiqué de l'ancien ministre paix à son âme, la communication. Donc, c'était vraiment catastrophique pour nous autres qui venons de loin. Et donc, on a dû s'adapter. Ça a été un coup dur. Naturellement. Donc, il y a certains de nos amis, camarades qui ont eu à faire, par exemple, un bac G2, qui pouvaient se retrouver en train de faire donc, des petits tours de comptabilité ou faire un petit test dans une entreprise et puis travailler. Mais avec un bac général comme nous autres, c'était très difficile. Et je sais que certains ont dû abandonner donc, leurs études à cause de cela. Est-ce que vous avez été surpris par cette invalidation de l'année? Oui. Parce que c'était un moment où certains professeurs estimaient qu'on pouvait toujours sauver l'année. Naturellement. Est-ce que vous avez été surpris par cette décision ou bien vous l'avez vécu comme une sanction? Moi, personnellement, j'ai été surpris. J'ai été surpris donc, par cette décision parce que nous pensions en son temps qu'il y avait des tractations et que le pouvoir alors en place pouvait considérer que
ce sont des enfants qui sont en train donc de manifester et qu'on peut les recadrer. À un moment donné, il faut aller à l'essentiel. Et donc moi, personnellement, je ne m'attendais pas donc à la fermeture donc du campus de l'université avec toutes les conséquences qu'on a vécues. Mais est-ce que les enfants que vous étiez aussi n'avaient pas franchi le Rubicon? Certains estiment qu'il y avait un jusqu'au-boutisme de la part des étudiants. Comme je le disais tantôt, les élèves, les étudiants, élèves et autres, c'est vraiment c'est l'âge de revendiquer. Ce qui est normal. Maintenant, il faut chaque fois savoir canaliser. Parce que quand vous prenez des décisions souvent très drastiques, vous risquez donc de casser donc une frange importante de cette jeunesse. Et c'est ça qui est souvent dramatique. Parce qu'on avait l'impression que c'était devenu un combat politique. Est-ce que votre combat ne débordait pas, justement, parce qu'on a estimé que votre combat, vous meniez un combat qui n'était peut-être pas le vôtre. Peut-être qu'on estimait que l'année menait un combat politique. Oui, mais vous ne pouvez pas, par exemple, revendiquer donc des libertés, des droits, sans que cela ne soit vu comme non pas de la politique politicienne, mais de la politique au sens noble du terme. Donc il faut comprendre cela, mais sauf s'il y avait donc des officines qui étaient dans la politique politicienne, ça c'est autre chose. Mais nous, en tout cas, quand nous sortions pour marcher, il n'y avait pas autre chose que de revendiquer donc ces droits, de faire la lumière sur un certain nombre de dossiers qui existaient alors. Alors après cette invalidation, est-ce que vous avez senti une dégradation des conditions de vie sur le campus? Oui. Parce que les effectifs ont doublé d'une année à l'autre. Exactement. Donc après cette invalidation, on a dû gérer les effectifs qui ont doublé, mais il y avait également donc les réformes qui étaient en cours. On a devenu des étudiants extramuros, intramuros. Donc tout ça c'était des réformes, mais qui étaient peut-être, on voulait profiter de l'occasion, mais en réalité ces réformes n'étaient pas mieux. Et donc c'est pourquoi ça n'a pas abouti à grand chose et les difficultés ont persisté et persistent jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez que les difficultés que nous avons jusqu'à maintenant peuvent remonter à cette période? Oui, on peut remonter dans cette difficulté jusqu'à cette période. Donc il faut comprendre, il faut avoir une lecture assez globale donc, des choses, parce que les problèmes que les universités ont vécu en son temps ici étaient dus à des politiques qui visaient à un certain désengagement donc, de l'État vis-à-vis d'un certain nombre de prérogatives. Et il faut comprendre que tôt ou tard, ce n'est pas au Burkina seulement que les campus sont chauffés, c'est partout ailleurs en Afrique, parce que les réformes nécessitent souvent donc la prise de mesures douloureuses, et c'est ça qui entraîne souvent des remous. Et malheureusement, on n'a pas pu donc colmater et puis trouver de vraies solutions, et ça, on a l'impression jusqu'à présent ça continue. Professeur, en 2002, vous obtenez la licence, la maîtrise une année plus tard, option macroéconomie et gestion du développement. À aucun moment, est-ce que ces difficultés n'ont pas peut-être, à un certain moment, émoussé vos convictions? Oui, parce que comme vous l'avez dit, certains ont abandonné. Ah oui, vous comprenez que je suis arrivé donc au campus en 1997, 97 à 2002, ça fait pratiquement 5 ans. 5 ans pour la licence, vous comprenez qu'il y a 2 ans qui flottent quelque part. Et donc il fallait tenir. Et c'est effectivement donc en 2002 que j'ai pu obtenir donc ce premier diplôme universitaire, pour parler comme ça. Mais ce n'était pas du tout facile, puisque ce qu'il faut reconnaître également, mais quand on a réouvert les portes de l'université, il y a eu ce qu'ils ont appelé donc les conditions sociales. C'est-à-dire, nous qui avions la bourse, malgré donc le fait qu'on a perdu 2 ans, la bourse n'a pas été coupée. Donc ça nous a permis de nous remettre au travail et de poursuivre donc notre chemin au niveau donc, du campus. 2005, vous obtenez votre diplôme d'études approfondies. Avant le doctorat S-Sciences économiques en 2011, agrégé en 2015, spécialité macroéconomie, option politique économique. Et sur le plan professionnel, vous êtes enseignant depuis 2006 à l'université Norbert Zongo. Alors un campus où les étudiants subissent toujours les chevauchements des années académiques, 5 ans pour faire la licence, sans invalidation, comme dans votre cas. On a l'impression que c'est devenu le parcours normal, le cursus normal de ces étudiants. Alors, est-ce que vous pensez qu'on puisse un jour sortir de cette spirale? Oui, naturellement, il faut envisager donc la sortie donc, de cette spirale. Pour cela, je dirais qu'il faut peut-être des décisions courageuses pour permettre donc
à un moment donné de normaliser les choses. Parce que souvent, on a l'impression que quand vous dites à un étudiant ou à un nouveau bachelier, promotion 2019, et une autre promotion 2020, de prendre les cours, il se trouve que celui de 2019 trouve que non, il ne veut pas prendre les cours à celui de 2020. Bon, la question qu'on se pose, c'est de savoir, vous êtes venu pour prendre cours, vous êtes venu pour voir celui avec qui vous devez prendre le cours. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir régler pour qu'on puisse aller. Quand vous parlez de décisions courageuses, certains estiment par exemple qu'il faut peut-être prendre le courage d'invalider une année pour pouvoir repartir par exemple d'un autre pays. Je ne pense pas que ce soit la solution, parce que nous sommes déjà dans le CMLMD. Les années académiques n'ont pas de valeur comme ça, ce sont limitées d'enseignement de devenir le semestre. Et donc l'enjeu majeur, c'est de pouvoir dire, voilà, à partir d'octobre 2021, il y a le semestre en sciences économiques qui est ouvert. Donc si vous êtes bachelier, quelle que soit donc l'année à laquelle vous avez obtenu le bac, vous venez vous inscrire et les cours vont commencer. Si on procède ainsi, ça va nous générer des revenus, mais il faut, je pense que c'est une des solutions. Mais est-ce que ce n'est pas quand même peut-être pénaliser certains? Parce que quelqu'un qui a eu son bac il y a 2 ou 3 ans, qui n'a pas pu progresser, pas de sa faute, mais de la faute de l'ensemble du système, qui se retrouve là, est-ce que ce n'est pas quand même voilà, lui faire du tort? Oui, mais la question c'est de savoir en quoi celui de 2020, en quoi il vient prendre les cours à celui de 2020, ça le pénalise. Ça ne le pénalise. Là, peut-être là où ça peut poser problème, c'est le problème des effectifs à gérer. Et là, il faut envisager donc la question du double feu pour pouvoir évacuer. Mais il ne faut pas s'asseoir dire que voilà, moi j'ai eu le bac avant l'autre, il ne faut pas qu'on puisse prendre les cours ensemble. Je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de prendre ces décisions courageuses? Parce qu'on a l'impression que le problème ne fait que voilà, aller crescendo d'année en année et que jusqu'à présent, l'autorité tarde à prendre une décision. Bon, c'est vrai que au niveau de certaines universités, le retard s'amenuise quand même. Il y a que, par exemple, en sciences économiques, à l'université Norbert Zongo, le retard peut être autour de 3 mois ou 6 mois maximum, ce qui fait que c'est facilement rattrapable pour peu qu'on crée ces conditions de dialogue pour y arriver. Professeur, vous êtes également spécialiste des questions de monnaie. Oui. Ça me permet de parler un peu de l'écho. Cette monnaie qui aurait dû être dans nos poches depuis l'année dernière. Voilà, en tout cas le dernier semestre de l'année 2020, c'est ce qui était annoncé. Échéance repoussée à 2025. Le chef d'État évoque entre autres les conséquences de la pandémie de Covid-19. Est-ce que ce n'est pas plutôt un prétexte vite trouvé? Est-ce que véritablement est-ce qu'ils y croyaient vraiment? Ça me fait sourire quand on parle de Covid-19. C'est vrai que cette pandémie est venue donc pour rendre les choses difficiles. Mais en réalité, quand on regarde les conditions devant être réunies pour qu'on puisse aller donc à cette monnaie unique, ces conditions n'étaient pas réunies par la grande majorité donc, des pays, notamment les pays donc, anglophones. Donc dire que c'est la pandémie qui est venue entacher dans le processus, c'est vrai, mais il faut relativiser quand même. Donc aujourd'hui, l'échéance est repoussée donc à 2025 et actuellement les conditions, certaines conditions telles que le respect des critères de convergence ont été donc, le respect a été donc, je veux dire, suspendu au niveau donc de l'UEMOA. Ce qui fait que, bon, 2025 me paraît même trop proche. Parce que si effectivement il faut donc respecter donc, ces conditions et puis il y a d'autres conditions en amont qu'il faut créer, je pense que 2025 on va se retrouver encore donc, à nous dire il faut repousser. L'essentiel c'est de savoir qu'il y a une question de volonté qu'il faut avoir. Alors, la volonté veut dire nous engageons à respecter les critères. Et après,
dès lors que ces critères-là sont respectés, on met donc l'unité monétaire en place. Maintenant, la volonté, ce n'est pas de dire on se lève aujourd'hui, il n'y a aucune condition qui est respectée et puis on met là. Non, ça c'est suicidaire. On a l'impression que les déclarations sont plutôt juste pour plaire à l'opinion, à une certaine phase de la société civile aujourd'hui qui bataille vraiment pour l'avènement de cette monnaie, pour une question surtout de fierté, pour s'affranchir du colon, parce que le CFA voilà, porte en lui donc voilà, ce relan colonial. Mais au-delà de ces discours-là, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, je vais insister sur un aspect. D'un point de vue technique, je prends toujours l'exemple donc au niveau donc, des unions monétaires qui ont été créées des parlements, notamment en Europe. Il faut savoir que ce sont des projets qui ont duré, qui ont fait des décennies, avant qu'on ne puisse arriver donc à l'échéance. De ce fait, par exemple, en Union européenne, les pays ont dû à un moment donné fixer leur monnaie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, par exemple, le franc CFA et puis le cedi ghanéen soient flexibles. Il faut qu'il y ait une parité fixée. Et lorsque tout est stable, maintenant, on y va. Et ces pays ont construit en même temps ce qu'on appelle donc un marché. Aujourd'hui, quand nous prenons nos zones d'intégration, ces marchés existent sur les textes. Mais quand vous regardez le volume du commerce entre nous-mêmes, ça n'encourage pas donc à vraiment soutenir une monnaie. Donc quand nous parlons de conditions, c'est tout ça qu'il faut regarder. Or, créer un marché ne se décrète pas. Il faut avoir donc quoi vendre. Et à ce moment, c'est le niveau de la production qu'il faut voir. Et l'autre problématique dans ce processus de mise en place de l'éco, l'autre problématique, c'est surtout voilà, ce désaccord qui semble se dessiner entre les pays francophones et les pays anglophones. On a vu le Nigeria et le Ghana, par exemple, qui, dès le départ, semblaient se démarquer. Et quand on connaît le poids d'un pays comme le Nigeria, ça, c'est quand même problématique. Oui, évidemment, puisque la stratégie qui avait été adoptée ou qui est toujours d'actualité, c'est de dire que les pays qui auraient rempli donc, un certain nombre de conditions pouvaient aller donc à l'éco. Alors, mais il se trouve qu'en fin décembre donc, 2019, il se trouvait que, bon, effectivement, ce sont les 8 pays donc, de l'UEMOA qui, à part dans la Guinée-Bissau, qui ne respectent pas donc, les conditions, les autres respectaient. Et donc, pour faire face donc, aux remous qui existaient donc, en son temps et qui sont toujours d'actualité, alors les chefs d'État ont dû manœuvrer pour qu'on puisse avoir ce que les uns et les autres appellent l'écho de Haddo. Bon, c'est de bonne guerre parce que lorsque vous êtes dans une situation où ça manifeste, la monnaie n'aime pas ce genre de bruit, il faut tout faire pour calmer donc la fraude. Maintenant, il faut peut-être reprendre le processus normal et comme vous l'avez dit, les gens, les pays ne collaborent pas. Il n'y a pas une franchise dans la construction de cette affaire. Alors, beaucoup d'organisations de la société civile pensent que c'est le Nigeria la solution. Or, je vais insister sur un fait, le Nigeria est un géant à pied d'argile. Il faut le comprendre ainsi. Parce que même tout récemment... Quand même le Naira, voilà, on a eu de près de 160 millions d'habitants, si je ne m'abuse. C'est vrai que la taille de la population joue pour la stabilité d'une monnaie, mais c'est beaucoup plus un instrument de politique économique. Donc, tout récemment, on vient d'interpeller le Nigeria pour le fait que le Naira est surévalué. Et donc, les autorités ne veulent pas d'évaluer. Donc, vous comprenez que c'est un ensemble de problèmes comme ça que le Nigeria vit et qu'il faut peut-être qu'on s'accorde sur le minimum. C'est pourquoi les critères de convergence sont là. C'est-à-dire qu'on doit s'accorder donc sur nos préférences. Qu'est-ce que nos différents pays préfèrent en termes d'inflation? Qu'est-ce que nous préférons en termes de structure de dépenses publiques? Ainsi de suite, c'est ça qui va nous permettre donc de mettre en place un instrument monétaire viable. Et dans le processus également, la France, qui est souvent pointée du doigt par la société civile, se défend en disant qu'elle est même en avance dans le processus sur les pays, par exemple de l'UEMOA. Parce qu'en France, l'Assemblée a légiféré sur la question. La France qui avait promis de se retirer voilà, du conseil d'administration, si je ne m'abuse, c'est déjà fait. Oui. Voilà, nous, nos pays, jusqu'à présent, nos parlements ne se sont pas prononcés sur la question. La France estime qu'elle va même plus vite que les pays qui réclament la fin donc, du franc CFA.
En fait, il faut voir, naturellement, comme c'était un accord entre l'État français et puis donc ces ex-colonies, naturellement, pour mettre fin donc, à cet accord, il faut aller légiférer. Mais ça, c'est la France, c'est de bonne guerre. Ce n'est pas ça, nous, notre problème. Nous, notre problème, qu'est-ce que les assemblées nationales décident ou qu'est-ce qu'elles doivent faire? Il faut comprendre que la construction de nos institutions n'a pas obéi au même principe qu'ailleurs, par exemple en Europe. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle donc de la monnaie franc CFA, vous et moi, nos parents n'ont jamais su comment ça a été mis en place. Ils n'ont jamais eu de pouvoir de décision. C'est la même chose quand on dit on va donc à la création donc du marché commun UEMOA. La création donc du marché commun CEDEAO. Le problème, c'est que la chose est pilotée par l'exécutif et non pas le législatif. Et c'est ça qui fait que souvent, on a l'impression que les populations ne sont pas informées. Et quand vous prenez par exemple le Parlement, vous savez qu'il y a un comité interparlementaire de l'UEMOA. Donc ce sont des députés qui sont désignés pour nos parlements nationaux et qu'on délègue maintenant pour arriver là-bas. Or, on devrait avoir des situations où c'est des députés de l'UEMOA qui sont désignés par la population là-bas. Donc, la manière de construire donc, nos communautés, ce n'est pas la même chose qu'ailleurs. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que le fait que nos assemblées n'aient pas encore légiféré ne pose pas véritablement de problème. En tout cas, au regard de l'histoire de la construction de nos zones, ce n'est pas un problème. Mais quand même, c'est pourquoi j'ai lu l'activisme de la société civile, parce que ça permet au moins aux uns aux autres de comprendre ce qui est en train de se faire, même s'il y a donc toute forme d'information. Mais ça permet quand même donc de comprendre qu'il y a donc des arguments en faveur de la mise en place d'une monnaie unique pour 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre ça, c'est déjà une bonne chose. Vous estimez qu'il y a beaucoup de passion dans la société civile? Ah oui, ça c'est vrai, il y a beaucoup de passion. Mais moi je comprends parce que ce sont des choses qui touchent, quand on parle d'économie, ça touche tous les citoyens. Donc les gens veulent comprendre. Et c'est pourquoi nous devrons être en premier lieu pour donner l'information juste. Professeur, il y a aussi cette question de la fluctuation. Oui. Aujourd'hui, on a un franc CFA considéré comme une monnaie stable, oui. Grâce donc voilà, au fait que ce soit arrimé peut-être à une autre monnaie, je vais parler de l'euro en l'occurrence. Aujourd'hui, avec l'éco, voilà, ce cordon-là va être rompu. Si, en tout cas, dans l'éco aboutit, eh bien, dans un premier temps, ce ne sera pas le cas. Est-ce que ce n'est pas plus de risques que d'avantages? Naturellement, parce que quand les gens évoquent les avantages de la flexibilité, quels sont les avantages de la flexibilité? Les avantages de la flexibilité sont liés au fait que si ce que vous vendez ailleurs là, a, je veux dire, un contenu prix, c'est-à-dire quand la valeur de votre monnaie baisse, vous vendez moins cher à l'étranger, c'est ça qui... Mais si vous avez du coton que vous exportez, dont la quantité produite est limitée donc par les facteurs, l'or, ainsi de suite, ça fait que même si votre monnaie fluctue, vous n'allez pas pouvoir accroître considérablement les volumes vendus. En revanche, lorsque la valeur de votre monnaie baisse, les importations deviennent extrêmement chères. Or, vous êtes très dépendant donc des exportations, ce qui fait que ça va toucher directement le consommateur. C'est pourquoi les présidents disent que c'est une monnaie qui protège les pauvres. Donc, l'idée, qu'on va aller donc à la flexibilité, comme on ne peut pas profiter donc de l'aspect compétitivité des exportations, c'est l'aspect dégradation du pouvoir d'achat dû à l'inflation importée qui sera la cause, le véritable problème à juguler. Et nous sommes dans une union monétaire, on n'est pas habitué donc à la fluctuation donc des prix. Il faut comprendre qu'il va falloir prendre toutes les mesures en amont pour éviter donc un certain nombre de choses. Finalement, est-ce que vous êtes optimiste quant à l'avènement de cette monnaie-là, professeur? Je suis très optimiste, mais il va falloir donc d'abord les critères qu'il faut respecter, et ensuite il va falloir savoir que la monnaie en elle-même n'est pas une fin en soi. C'est la structure de l'économie. C'est la structure de l'économie. On transforme plus. Exactement. Plus de produits finis. Exactement. C'est comme la zone de libre-échange continentale qui vient d'être lancée. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on va enlever tous les douaniers sur une route que ça génère directement du commerce. S'il n'y a rien à commercer, même s'il n'y a pas d'entrave, il n'y aura pas de commerce. Donc il faut regarder ces conditions réelles-là avant de chaque fois donc vraiment des choses qui sont vraiment des conditions.
cette zone de libre-échange, justement, est-ce que nos pays sont préparés à faire face? Parce que quand on tombe les différentes barrières et que le marché est devenu un marché unique, ce sont les pays qui sont les plus avancés sur le plan industriel qui vont surtout tirer les marrons du feu. Naturellement. Quand vous prenez un pays comme le Burkina Faso, est-ce qu'on ne risque pas de subir une vague et d'être submergé, disons? Oui, seulement pour les pays qui sont hors CEDEAO. C'est-à-dire si vous avez des importations en provenance du Kenya, de l'Afrique du Sud et autres là, ce sont ces importations qui peuvent constituer une menace. Sinon, avec nos partenaires de la CEDEAO, puisqu'on était déjà en union douanière, ça ne constitue pas une menace. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a une stratégie nationale donc, qui existe donc, pour permettre de faire en sorte que le Burkina Faso puisse tirer profit donc, de cet accord-là. Mais il faut qu'on aille vite parce que tout simplement, c'est le premier qui dégaine, comme je dis, c'est le premier qui dégaine qui gagne. Parce que si votre marché est déjà envahi donc, par des produits kenyans, c'est difficile donc d'entreprendre des unités de production aussi compétitives pour pouvoir bouter donc ces entreprises hors de votre marché. Parce que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus accroître les droits de douane. Et si vous voulez passer par les barrières non tarifaires, vous n'avez pas donc des labos comme ça qui peuvent donc dicter des normes et puis dire bon voilà les normes qu'il faut que nous voulons suivre. Mais structurellement, nous avons des problèmes. Quand vous prenez par exemple l'électricité aujourd'hui, qui est considérée comme un produit de base, en tout cas une nécessité, un facteur de base, mais qui coûte trop cher et qui on est soumis également, comme on le dit chaque fois, au délestage et tout ça. Mais ça, c'est quand même déjà faussé dès le départ pour l'émergence de vraies industries. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, effectivement, c'est faire en sorte que ces secteurs de soutien à la production soient à la hauteur des enjeux. Et les questions d'énergie, les questions d'infrastructure, les questions de technologie de communication, d'information, mais surtout les questions de la main-d'œuvre, parce que souvent on oublie cela. Si vous avez une main-d'œuvre extrêmement chère et très mal formée, il est évident que vous aurez des problèmes de compétitivité. Même si vous avez de l'électricité à revendre, même si vous avez donc des routes qui sont bien faites, si vous n'avez pas donc de facteurs de travail de bonne qualité, vous aurez toujours des problèmes. Donc ce sont des leviers qu'on doit actionner ensemble. Pour pouvoir transformer l'économie, il ne faut pas dire voilà, on va mettre l'accent sur les routes seulement ou bien il faut aller ensemble sur les 3 ou 4 leviers. Ça veut dire, vous avez les leviers dans des infrastructures routières et autres, l'énergie, vous avez également donc le facteur travail dont je parlais, mais vous avez également l'environnement, le climat des affaires, le climat des investissements. Donc tout ça, ça doit être un tout pour qu'on puisse commencer donc à envisager la rentabilité accrue dans des... On comprend que le chantier est immense et dans ce contexte, est-ce qu'il ne faut pas quand même une dose de protectionnisme de nos industries? On l'a vu, les États-Unis aujourd'hui considérés comme voilà, le berceau du capitalisme. Quand il le faut, on met des mesures tarifaires pour empêcher les produits chinois de rentrer. C'est quand même une dose de protectionnisme qui garantit la survie également des entreprises américaines. Est-ce qu'ici aussi, il ne va pas falloir quand même y aller et au lieu de vouloir être plus réaliste que le roi? Oui, le problème c'est que effectivement nous avons signé un certain nombre d'accords dans le cadre donc multilatéral, c'est-à-dire l'OMC. En plus de cela, il y a des accords bilatéraux nord-sud, comme les APE, comme l'AGOA. Donc tout ça, ce sont des accords. Mais pour le moment, l'AGOA permet donc à nos produits, par exemple, d'avoir accès au marché américain avec un certain nombre de facilités. Ça nous permet également donc les APE initiaux. Ça permet donc d'avoir accès donc au marché européen avec un certain nombre de facilités. Les accords de partenariat économique. Exactement. Maintenant, puisque les accords de partenariat économique, on est en train de dire ça va être bilatéral. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir profiter pour que lorsque nous allons ouvrir davantage, nos produits ne soient pas submergés par les produits européens. Donc ici, je pense que ce que je viens de dire, ce n'est pas fermer les frontières qui constitue la solution. La solution, c'est de faire en sorte que je puisse produire pour être plus compétitif sur mon marché d'abord.
Et ensuite... Mais c'est ça la difficulté. Je vous donne un exemple. Si vous prenez par exemple des produits fruitiers, Oui. voilà, nous avons ici des producteurs d'agrumes qui produisent des oranges, qui produisent voilà, autre chose, des tangelos et autres. Et nous avons une importation également. Et les produits, ces produits importés arrivent souvent moins chers que les produits de nos braves producteurs ici. Et ça, c'est quand même un problème. Non, l'importation n'est pas, en tant que telle n'est pas mauvaise. Ça servirait à quoi de vouloir produire des tangelos pour vous, alors que le pays voisin le fait à des conditions très favorables. Il faut que nous arrivions à identifier c'est dans quel domaine nous sommes les plus avantageux. C'est ça la question de fond. C'est pourquoi quand vous regardez par exemple ce que le ministère de l'Industrie du Commerce fait, c'est d'identifier les filières dans lesquelles le Burkina Faso a une avance par rapport aux autres. Et c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. On ne peut pas tout faire à la fois. Donc, quand vous dites, quand vous fermez pour vos exportations et pour vos importations. Si vous fermez le Burkina Faso, avec quel marché vous allez pouvoir industrialiser ces pays-là? Donc, la protection n'est pas tout à fait la solution. La solution, on ouvre tout. Il faut se préparer, créer les conditions, et là où vous êtes très compétitif, là vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Et c'est ça l'enjeu même d'aller à l'intégration, d'avoir un marché vaste. C'est parce qu'on a estimé que lorsque vous fermez vos marchés, vous retrouvez un marché à quelques millions de consommateurs, encore faut-il qu'il soit solvable, mais vous ne pouvez pas faire d'industrie avec ça. Maintenant, quand vous ouvrez, mais il faut faire attention à un aspect, c'est la fraude et la contrefaçon. Ça, c'est illégal. Donc, on n'a pas dit ouverture des frontières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais, il n'y a pas de droit de douane. Cela n'ouvre pas donc la voie à tout trafic. Donc, il faut combattre ce fléau qui à mon avis, est le premier ennemi même de nos industries, et non pas ceux qui importent de façon légale. De façon régulière. Ouais. Professeur, je rappelle également que vous êtes conseiller spécial du Premier ministre sur les questions économiques, et cela depuis 2016. On va en venir aux questions d'actualité. Actualité, professeur, marquée cette semaine déjà par cette attaque. 8 civils massacrés par des individus armés non identifiés, alors qu'ils se rendaient à un marché au Niger. Les faits se sont déroulés donc, ce jeudi dans les environs du village de Tokabango, dans le Sahel. Déjà, quelle réaction face à voilà, ces événements? Comme ça, de tels événements, tout le respect dans leur mémoire. Mais c'est un contexte difficile qui souvent peut conduire donc à orienter ou à réorienter donc les priorités. Parce que comme vous voyez, les instruments de politique économique souvent sont conçus avec ce qu'on appelle des facteurs de risque. Vous voyez, quand vous prenez par exemple le PND, vous allez trouver qu'en fin de document, on a édicté un certain nombre de risques. Quand le risque se réalise, ça devient compliqué. Et donc souvent, ça peut vraiment désorienter même l'action publique, et c'est ça qui retarde donc les projets de développement. Sinon, aujourd'hui, on peut vraiment dire que certains estiment également que c'est un aveu d'impuissance de la part de ces groupes terroristes qui s'attaquent comme ça à des civils qui vont tranquillement dans un marché. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Je partage cet avis parce qu'au début, ce n'était pas le cas. Au début, c'était donc les forces de l'ordre, c'était donc les symboles de l'État. Mais si aujourd'hui, vous partez trouver des civils désarmés, vous tirez sur eux, bon, c'est vraiment un avis, je trouve que c'est inacceptable. Donc, c'est un aveu d'impuissance. Professeur, il y a eu ce sommet du G5 Sahel, cette semaine donc qui s'est tenue en N'Djamena, au Tchad. Un sommet dont on attendait beaucoup. Finalement, le président français n'y était pas, et donc il a participé par visioconférence. Un sommet qui a en tout cas accouché d'un certain nombre de décisions. Mais dans les grandes lignes, ce qu'on lit, c'est que la volonté affichée d'aller vers beaucoup plus d'actions de développement, en plus donc des opérations militaires. Et chaque fois que la question est posée, la question du développement se pose, il y a donc des interrogations. Comment réussir à mener à bien des actions de développement dans des zones d'insécurité?
Oui. Est-ce que ce n'est pas la langue de bois? Est-ce que ce n'est pas se cacher la vérité? Non. Vous pensez que ça c'est possible? Non, pas tout à fait. Parce qu'il faut comprendre que les causes de ce genre d'instabilité, c'est souvent, les causes sont économiques et souvent les conséquences sont aussi économiques. Parce que on peut remonter dans l'histoire, parce que lorsque vous prenez donc des régions qui sont aujourd'hui très attaquées, vous allez trouver que ce sont des régions qui ont dû faire 30 ans, peut-être sans avoir une vraie infrastructure donc, de la part de l'État. Nous n'avons pas su introduire ce qu'on appelle la notion de l'aménagement et du développement local dans nos politiques. La décentralisation qui a été tant vantée depuis les années 1995, elle a été peut-être beaucoup plus politique qu'économique. On ne donne pas donc à un lopin de terre une autonomie politique ou quoi, mais il faut que cela soit accompagné d'actions de développement local. Je pense que c'est ça qui a manqué, et à un moment donné, on a fermé la porte avec le fantôme. Parce que quand le fantôme est déjà rentré, et puis bon, on veut fermer la porte, il est déjà dedans. C'est pas pour rien que lorsque on envisage maintenant les politiques comme je veux dire, le plan du genre du Sahel ou le plan de développement des économies locales, il y a des difficultés parce que, comme le mal est déjà sur le terrain, les infrastructures ne peuvent pas, la mise en œuvre des infrastructures n'est pas aussi... Par exemple, les travaux, le bitumage de la route, comme aussi Djibo, il est lancé, mais peine à... Il y a des difficultés. Parce qu'aucune entreprise ne va accepter peut-être d'aller prendre autant de risques. Voilà, mais donc la solution ici, c'est d'avoir les deux leviers, c'est-à-dire levier sécurité, mais il faut également penser donc aux actions de développement sur le terrain. Et c'est ça, c'est vraiment les orientations phares. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire tout sécurité, il faut couper vraiment les racines donc du terrorisme qui est par exemple la paupérisation, et ainsi de suite. Donc, je pense que la vision qui a été dessinée, c'est-à-dire, comme ils l'ont dit, décapiter donc l'État islamique et autres donc, au niveau donc, du Sahel, mais également mener des actions concrètes de développement sur le terrain. Je pense que ces deux orientations sont bien fondées. Mais là également, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'annonces et très peu de concret. Parce que même le G5 Sahel inclut un gros volet économique. Il y a eu beaucoup d'annonces des pays, en tout cas partenaires, qui s'étaient engagés donc, à délier les cordons de la bourse. Mais on a l'impression que ce sont des déclarations qui ne sont pas suivies d'action. C'est ça aussi le problème. Oui, et je pense que les annonces qui sont souvent faites pour la mise en œuvre d'un certain nombre de conditions économiques dans ces zones, ces annonces sont conditionnées également. Bon, comme nous l'avons dit tout à l'heure, s'il y a des problèmes donc, sur le terrain, les actions économiques peuvent tarder à venir. Or, on ne peut pas débloquer donc, des financements comme ça si sur le terrain il y a un problème. Mais je pense que nos partenaires techniques, notamment la France, à travers, bon, c'est pas faire la position de l'AFD, ils interviennent. Et quand vous regardez, toutes les politiques au niveau national et international sont en train de s'orienter vers les questions de fragilité. Donc, c'est pourquoi je dis il y a souvent une certaine... Ces contextes-là réorientent donc nos priorités. Aujourd'hui, vous avez des fragilités liées donc à l'insécurité, nous l'avons dit, des fragilités liées à la question de la santé, des fragilités liées à l'aspect climatique, l'aspect des jeunes, des sociaux, etc. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de fragilité, au lieu donc de chercher donc à faire donc du rock. Il y a aussi cette question de la négociation. Il en a été question à N'Djamena, un pays comme le Mali, où en tout cas la société civile et d'une manière générale, les partis politiques et autres en tout cas ont décidé de considérer la négociation comme une des options. La France qui n'est pas tout à fait d'accord. Finalement, il y a des exemples quand même qui ont été cités. Le cas de Djibo, par exemple, qui est cité comme un bon exemple. Est-ce que finalement, comme on l'a dit, toutes les guerres se terminent autour de la table, ce qu'il ne faut pas aujourd'hui, miser davantage sur la négociation, parce que visiblement, après de longues années d'engagement et de Barkhane, Takuba qui est arrivé, avant c'était Serval, avec toutes les armées des pays sahéliens également, on a l'impression que on a du mal véritablement à couper la tête de l'île terroriste.
finalement, est-ce qu'il ne va pas falloir miser davantage sur... Oui, c'est vrai, il faut toutes les guerres se terminent par des négociations, mais la question que vous et moi nous posons, on va négocier avec qui? C'est ça l'enjeu aussi. Si se trouve que ce sont des Burkinabés qui sont impliqués et qui sont bien connus, mais nous sommes en plein dedans, la réconciliation et toutes ces questions de paix et sécurité, ça va ensemble. Donc, mais la question c'est de négocier avec qui? C'est l'enjeu majeur. C'est de miser peut-être sur les communautés. On a vu par exemple ce qui est arrivé à Djibo, c'était pas accord et acquis, c'était pas voilà, quelque chose qui était médiatisé, mais les communautés qui ont réussi. Donc voilà cette prouesse de ramener des gens sur le droit chemin. Oui, parce que là-bas, bon, comme c'est à la base, ils se connaissent. Naturellement, comme je dis, si c'est une guerre classique, l'ennemi est identifié, là c'est facile, on s'assoit autour de la table, on connaît donc les revendications des uns et des autres, c'est plus facile. Mais quand c'est une nébuleuse comme ça, il faut pouvoir identifier déjà donc les groupes cibles et connaître même les revendications. Vous êtes d'accord, que vous et moi, nous n'allons pas accepter, par exemple, de remettre en cause les libertés. Ça, il faut. Est-ce qu'on peut négocier l'intégrité du territoire? Ah, donc ça, c'est des choses, à mon sens, ça ne se négocie pas. L'intégrité du territoire, nos libertés et autres, ça, on ne peut pas négocier sur ça. Encore, bon, on ne connaît pas les revendications de ceux qui sont en face. Professeur, la réconciliation nationale, vous l'avez évoqué brièvement. Cette semaine, le Balai citoyen affiche ses craintes pour la justice, estime qu'aujourd'hui, ils ne savent pas pourquoi on parle de réconciliation, parce que les Burkinabés n'ont pas de problème entre eux. C'est plutôt les hommes politiques voilà, qui s'écharpent. Quelle est votre lecture de ce processus-là? Alors, c'est un point de vue. C'est-à-dire, là, regarder les choses comme ça, c'est résumer donc les problèmes donc, de cohésion sociale, des problèmes de querelle politicienne, alors que ce n'est pas ça. Je pense qu'il faut aller au-delà pour voir le contexte actuel. On est d'accord qu'au niveau des communautés, il y a des problèmes. Il faut peut-être qu'on aille au-dessus de cette question de politique politicienne pour voir les vraies réalités, identifier donc les problèmes, les acteurs et puis aller donc à cette réconciliation. Et justement, est-ce qu'il ne faut pas aller à l'essentiel? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu tout ce qu'il y a, toute cette agitation autour de la question de la réconciliation, comme on le dit, qui embrasse trop et très mal, est-ce que si on cherche à ratisser si large, on ne risque pas de passer à côté de l'essentiel? L'essentiel, c'est quoi? Si l'essentiel, c'est les querelles politiques, je ne pense pas, comme je le dis, pour moi, ce n'est pas ça l'essentiel. Il y a, par exemple, dans l'administration publique, des gens qui ont été brimés. C'est vrai qu'il y a des institutions régulièrement installées qui s'occupent de certaines questions, mais il y a toujours des aspects résiduels. Donc, il faut trouver des voies et moyens donc, pour pouvoir solutionner ces problèmes. Certains estiment que tout ce qui se joue aujourd'hui, c'est voilà, un jeu de doute pour essayer de passer, en tout cas, outre la justice. Voilà, permettre à beaucoup d'échapper à la justice. À mon sens, comme beaucoup le disent, on n'a pas dit on fait une réconciliation sans regarder ce qui se passe, ce qui s'est passé. Donc si on doit faire une réconciliation, cela veut dire que les questions judiciaires, les dossiers seront vidés avant qu'on ne puisse se pardonner. Comme les gens, les uns les autres le disent, pour les Burkinabés savent se pardonner, mais encore faut-il qu'ils sachent qui m'a fait quoi pour pouvoir pardonner. C'est ça l'enjeu. Lutte contre la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui au Burkina Faso, on approche du cap des 12 000 cas depuis donc, le 9 mars 2020. Déjà, quelle est la lecture que vous faites un peu de la lutte contre cette pandémie au Burkina Faso? Est-ce que vous pensez qu'on a pris les bonnes décisions au bon moment? Oui. Vous voyez, aujourd'hui, avec le recul, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on a trop fait même. C'est-à-dire, même pas au Burkina seulement, mais de par le monde, les gens trouvent qu'on a été trop alarmistes. Et ce n'est pas tout à fait faux, parce que les mesures qu'on a eu à prendre de façon draconienne, ça a eu un impact assez négatif sur l'activité économique. Comme le virus, quand il est arrivé, on ne savait pas quelle était sa dangerosité. Donc c'était de bon temps de prendre ces précautions. Maintenant, comme on s'est rendu compte effectivement que
Bon, comme on dit bizarrement, l'Afrique résiste mieux. Parce qu'en un an, pratiquement 140 morts, je dis pas, chaque mort est de trop. Naturellement. Comparé à d'autres maladies, l'incidence est peut-être beaucoup moindre. Et je pense que c'est à cause de ça que les stratégies de lutte et les actions de lutte ont été un peu déconnectées de ce qui se passe en Occident, par exemple. Parce que là-bas, ils sont toujours dans la situation de confinement. Mais ici, je pense qu'avec les coûts que ce confinement entraîne, il faut quand même aller un peu moins fort. Et ici, on a l'impression que jusqu'à présent, un an après, on n'a même pas réussi à convaincre les citoyens de l'existence et de la dangerosité de la maladie. La preuve, c'est que quand vous arrivez sur la place des marchés de façon générale, le peu que vous parlez de Covid, on vous en va balader en estimant que c'est autre chose parce que laissez-nous vaquer à oui, je pense que c'est dû au fait que les prédictions alarmistes ne se sont pas réalisées. Et donc il y a comme une perte de crédibilité. Quand vous sortez, vous dites ça va arriver, ça va arriver, et après on se rend compte que ça n'arrive pas. Bon, il faut comprendre donc la population. Mais celui qui a eu un proche mouru de cette maladie, lui, il a une autre appréhension. On ne le souhaite jamais, on ne va jamais souhaiter qu'il y ait des cas comme en Europe. Mais si ça devrait arriver, c'est à ce moment que les gens allaient se rendre compte, mais à ce moment c'est tard. Parce qu'il faut quand même se dire, chaque vie de perdu doit nous amener donc à se dire que les barrières qu'on a énumérées, il faut les respecter. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est une maladie de riches, c'est une maladie de ceux qui vivent dans la climatisation. Donc, tout ça, les informations au niveau des réseaux sociaux, cela n'a pas rendu la tâche facile donc, à l'autorité pour cette lutte-là. Aujourd'hui, le vaccin est là. Ouais. Plusieurs vaccins, disons, la Sputnik V pour la Russie, on a Sinopharm, le vaccin AstraZeneca, Moderna, Pfizer. Ouais. Voilà des vaccins qui existent aujourd'hui, malheureusement inaccessibles pour nos pays. On a l'impression que les pays riches attendent de finir de se vacciner avant donc de servir les pays les moins développés. Ça, est-ce que philosophiquement, quand même, ça ne pose pas un problème? Pour moi, c'est bon. J'ai toujours dit, chacun cherche des problèmes donc à ses problèmes, à ses solutions à ses problèmes. C'est comme le cas du paludisme. Ça fait des siècles que nous vivons cela, mais tant que nous-mêmes n'allons pas donc chercher des solutions à nos propres, pas attendre à ce que quelqu'un, ton voisin n'a pas ce problème, il ne va pas se mettre à imaginer les solutions. L'enseignement qu'il faut tirer, c'est que peut-être il faut chercher à mettre en place des capacités également, des recherches pour pouvoir faire face. Oui. C'est vrai que ce n'est pas une question de court terme, mais en tout cas, l'un des enseignements que cette pandémie a donné, c'est cela. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que cet aspect-là n'est pas important, on va pouvoir à chaque fois donc, faire venir dans les produits d'ailleurs. Du reste, certaines pathologies ne sont pas connues de l'autre côté. Donc ça fait qu'il y a quand même un gap à combler. Maintenant, quant à la stratégie d'acquérir, j'entendais parler donc de la stratégie de la CEDEAO, ce serait une bonne chose. Vous voyez ce qui s'est passé au sein de l'Union européenne. Parce que le marché, les questions de marché, les questions d'espace communautaire, c'est aussi cela. Mieux vaut aller négocier en groupe que d'aller se faire, je veux dire, acquérir individuellement. Donc, parce que le vaccin est vendu très cher. Naturellement, voilà. Donc, je pense que la stratégie de la CEDEAO, d'aller en gros comme l'Union européenne l'a fait, ce serait une bonne chose. Du reste, ces questions-là, les questions de pandémie, ce sont des questions supra. Parce que, comme on le dit, c'est comme un principe de subsidiarité. Donc, il y a des questions qu'on a transférées dans ces commissions de l'UEMOA, commission de la CEDEAO. Donc, ces questions-là doivent être traitées à ce niveau. Est-ce qu'il ne faut même pas discuter de la stratégie? Vous, par exemple, professeur, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à vous faire vacciner? Ça, c'est des questions de préférence individuelle. Et même quand on regarde là où on dit ça frappe fort, la priorité, c'est pas, pas pour nous les jeunes. Même si le vaccin est là, c'est pas vous et moi qu'on va... ça s'appelle les priorités. Pas prioritaire parce qu'il y a plus priorité que nous. Mais si... d'aventure, on devrait vacciner tous les Burkinabés, mais pourquoi il faut faire des résistances? C'est vrai que c'est un choix individuel, mais il faut suivre ce que l'autorité demande. Certains estiment en tout cas que vu que la nature nous a
déjà épargnés, si on peut le dire ainsi, parce que la maladie a moins d'incidence sur les pays africains et plus particulièrement sur des pays comme le Burkina Faso. Voilà, beaucoup estiment que ce n'est pas la peine de vacciner à grande échelle. Oui, et comme d'ailleurs, il faut cibler à la fois la population la plus vulnérable. Ça permet non seulement donc de réduire les coûts, mais également donc de bien cibler ceux qui ont le plus besoin. Mais s'il faut venir commencer à faire des vaccins, donc même aux jeunes de 10 ans, je pense que ça ne... C'est vrai que l'enjeu normal, c'est ça. C'est-à-dire pourquoi immuniser toute la population. C'est ça qu'il faut faire. Mais au regard donc de l'incidence, je pense qu'il faut cibler. Il y a la grève annoncée des transporteurs du 22 au 26 février. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina notamment. Toujours le même problème, la gestion du fret. On peut dire que c'est une énième grève. Déjà, votre réaction après cette annonce? Le problème des fêtières, de mon point de vue personnel, c'est que, à mon sens, les fêtières ne sont pas des syndicats. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a des fêtières qui s'érigent en syndicats, et ainsi de suite. Maintenant, ce qui se passe au niveau donc, des transporteurs, ce sont donc des travailleurs qui sont en train d'aller, donc, qui manifestent pour une histoire donc de fêtières. Vous comprenez? Donc, ils accusent l'État parce qu'il y a la fêtière unique qui avait été mise en place à Bobo-Dioulasso. Après, il y a eu le Haut Conseil des transporteurs qui a également vu le jour. Et voilà, la fêtière unique reproche à l'État d'avoir reconnu le Haut Conseil qui est venu après. Voilà, on s'y perd. Et on a l'impression qu'il y a une épée de Damoclès parce que chaque fois, les transporteurs, quand ce ne sont pas les chauffeurs, c'est les transporteurs qui annoncent le mot d'ordre de grève. Voilà, ça quand même, est-ce qu'il ne va pas falloir mettre fin à ce... Il va falloir légiférer, comme vous le dites. Parce que le problème des fêtières aujourd'hui, c'est comme des cartels. Vous voyez, par exemple, quand il y a des petites augmentations du prix du carburant, c'est la chaîne. C'est-à-dire, on dirait les transporteurs se retrouvent quelque part pour dire on applique tel tarif. C'est anticoncurrentiel. Mais tout ça, c'est des questions qu'il faut regarder. Donc, la concurrence doit jouer. Est-ce que ce n'est pas l'État qui est fautif, le gouvernement qui est fautif sur cette question? Oui, mais c'est pourquoi je dis qu'il va falloir regarder la question des fêtières. Parce que des fêtières qui s'érigent en syndicat, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et donc, c'est une question globale pour moi. Il ne faut pas traiter uniquement donc, la fêtière des transporteurs. Il faut réfléchir au niveau global. Professeur, un maire arrêté à Bobo-Dioulasso, Herman Sirima, maire de l'arrondissement 7, stéliona agrévé, stéliona simple, trafic d'influence, délit d'apparence, acceptation de cadeaux indus, blanchiment de capitaux, les chefs d'accusation présentés par le procureur. On peut dire que les faits sont graves. Je ne suis pas juriste, mais à toi, comme c'est fait la sonde qualifiée, je pense que c'est extrêmement grave. Je le disais tantôt que, comme c'était une autorité, c'est quand même une autorité élue, est-ce qu'il n'y a pas d'autres dispositions pour pouvoir donc les traiter que de les... Voilà, c'est ça aussi. Le problème du foncier qui persiste, parce que là également je pense que c'est le problème du foncier qui est revenu, en tout cas sur la table. Est-ce que vous pensez que l'État doit reprendre la main sur cette question-là et éventuellement décharger les mains? Oui et non à la fois. Oui, parce que ce serait pour une phase transitoire. Il y a suffisamment donc d'éléments aujourd'hui qui attestent qu'il va falloir, sur une phase transitoire, donc revoir les textes qu'on récupère et on essaie de voir comment on définit donc de façon globale la gestion du foncier urbain, semi-urbain, rural, etc. C'est vrai que pendant la transition, il y a des textes qui ont été donc pris, mais j'ai toujours dit le texte est pris par les hommes et pour les hommes. Si la mise en œuvre pose problème, il faut évaluer. Et c'est l'évaluation qui va nous permettre de dire il faut aller dans ce sens. Mais il ne faut pas s'asseoir dire c'est la loi, et donc on est buté à des difficultés. Donc aujourd'hui, la question donc, du foncier, c'est vraiment une question cruciale qu'il va falloir trancher. Sinon,
les enjeux sont tels que... Certains estiment que c'est une bombe à retardement. Ah oui. On a vu, c'était l'un des grands engagements du premier mandat du président Roch Kaboré. Au terme du mandat, en tout cas même au sein de l'exécutif, on reconnaît que les lignes n'ont pas beaucoup bougé sur cette question. On a des Burkinabés qui se sont arrogés des dizaines de parcelles. L'enquête parlementaire l'a révélé. En plus de cela, le problème se pose aussi en campagne avec des agro-businessmen anti-griffes qui sont allés s'accaparer des centaines d'hectares. En plus de cela, il y a également les promoteurs immobiliers, les sociétés immobilières, disons, qui sont également dans la danse. Finalement, on a l'impression que c'est un véritable nœud gordien et on a du mal à voir la solution. Il y a, dans tout ce que vous citez, il y a des problèmes qui sont causés parce que les individus qui posent ces actes-là sont carrément hors la loi. Ça, c'est condamnable. Mais il y a aussi des difficultés qu'on a retrouvées en appliquant la loi. Donc il va falloir faire la part des choses. Par exemple, pour les promoteurs immobiliers, le texte donne des conditions. Le texte n'a jamais dit qu'il faut aller se tailler une partie du territoire national, commencer à parceller, commencer à vendre. Le texte n'a jamais dit ça. Donc ça, ce sont des problèmes comme ça. Quand on va faire une évaluation assez rigoureuse, on trouvera donc des solutions. Mais le problème, c'est qu'on laisse le problème se poser. Quand un promoteur immobilier, une société immobilière arrive, s'accapare des centaines d'hectares, parcelles et vend, au vu et au su, et des populations, et du gouvernement, et de l'ensemble des acteurs, une fois que les individus, des particuliers viennent acheter et construisent des maisons, c'est fini. Qu'est-ce que l'État peut faire? On ne peut pas venir raser. Non, ça, je pense que c'est la solution. C'est qu'il faut faire peut-être là où les gens n'ont pas encore commencé à mettre en valeur. Ça, souvent, quand ça arrive comme ça, c'est l'État qui supportera donc les coûts. Donc, puisque, imaginez, vous avez été grugé par un promoteur immobilier, on vous donne ce n'est même pas eu seulement parce que vous voyez que le problème de la terre est un enjeu majeur pour notre pays, parce qu'à la limite, c'est le seul bien que quelqu'un peut disposer, et ça, on appelle ça la rente. Je vais dire effort majeur. Mais dès lors qu'on aura identifié les acteurs, que ce soit donc ceux qui sont à la base, c'est-à-dire qu'ils sont à la base et les victimes, il va falloir sonder. Et en général, quand c'est comme ça, la réforme va aboutir donc à des dommagements qui sont souvent très élevés. On a l'impression que les décisions sont difficiles à prendre. Oui, et que l'autorité est assez frileuse. Oui, c'est pas une question qu'il faut par un coup de baguette, mais j'ai tranché. Et comme je l'ai dit, même d'un point de vue technique, il faut gérer cette question après donc de longues analyses quand même. Professeur, ça va être le mot de la fin. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Merci. Je rappelle, madame, monsieur, l'invité ce soir, donc le professeur Mahamadou Diarra, agrégé en sciences économiques, conseiller spécial du Premier ministre. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.